Bien. Bonsoir. Alors quand je regarde le public, je me dis qu'effectivement, il y a un certain nombre, ou un nombre certain, je ne sais pas encore, de gens qui vont répondre à la définition, à la première proposition du soir, la plus belle. Les jeunes, encore que je ne sais pas jusqu'à quel âge on est jeune, je pense que nous aurons la réponse aujourd'hui. Donc première partie de la proposition, les jeunes, la jeunesse. Deuxième partie de la proposition, la politique. Bien sûr, deux sujets dont j'imagine qu'ils vous tiennent à cœur. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement, puisque que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, l'année qui s'est passée a été riche en événements politiques. Et on verra donc, j'imagine, aussi pour les jeunes et la politique qui ont peut-être une vision spécifique, différente, d'aborder cet aspect de la vie, de la cité politique, dont va nous parler donc ce soir Anne Muxel. Alors, quelques mots à propos de Anne Muxel. Les Français de France, c'est-à-dire ceux qui vivent en France, sont habitués maintenant, depuis quelques années, à l'entendre dans le poste, comme on dit, c'est-à-dire à la radio, à la télévision, où ces interventions sont de plus en plus fréquentes, que ce soit dans le téléphone sonne de France Inter ou dans d'autres émissions de France Culture ou même de la télévision française. Anne Muxel est vraiment devenue une spécialiste de cette question, entre autres, pas la seule. Donc je crois qu'on peut dire que notre petit collège de Middlebury peut être tout à fait fier et heureux de l'avoir aujourd'hui, en direct aussi, puisque Michel est en train de faire les derniers réglages pour que puisse apparaître plus loin que la salle 232, jusqu'au moins la page Facebook de l'école française. Mais même la page Facebook de l'école française, on me dit qu'elle est écoutée et vue par certaines personnes, par un certain nombre de personnes. Michel, tu feras le compte. 3, 4. 3 la dernière fois, oui, c'est ça. Mais on peut aller plus loin, on ne sait pas qui, c'est pas forcément des gens de Middlebury. Donc c'est vraiment avec un grand honneur et un grand plaisir que je donne la parole aujourd'hui à Anne Muxel pour cette présentation, ce rendez-vous, cette présentation sur les jeunes et la politique, un sujet, je pense, éminemment intéressant. Anne, donc, à toi. Merci beaucoup Philippe, merci à vous d'être là, parce que vraiment après les journées bien chargées que nous avons à Middlebury, côté enseignant comme côté étudiant, et toutes les sollicitations aussi en dehors des cours, en termes d'activités que nous avons. Donc merci d'être là et d'avoir choisi de venir réfléchir avec moi sur la question du rapport des jeunes à la politique, des jeunes générations à la politique. Et ce soir, je vais, en mobilisant bien sûr les données les plus récentes, puisque voilà, il s'est passé beaucoup d'événements politiques, Philippe l'a rappelé, nous avons une année électorale importante en France, il y a eu aussi beaucoup d'événements politiques, des manifestations, etc. On y reviendra. Nous avons là matière à essayer de comprendre comment s'établit aujourd'hui le rapport des jeunes à la politique entre ces deux attitudes qui ne sont pas forcément d'ailleurs aussi opposées qu'elles en ont l'air, mais qui peuvent justement s'articuler, se combiner entre elles, et qui, pour définir justement ce qui me semble être aujourd'hui la caractéristique de la politisation
des jeunes générations. Donc, jeunesse et politique entre indifférence et radicalité. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, je vous proposerai justement, pour illustrer ce questionnement, indifférence et ou radicalité, deux éléments issus directement des résultats de la participation des jeunes à l'élection présidentielle qui vient de se tenir. Nous avons à la fois un tiers de la jeunesse, malgré le fait que l'élection présidentielle est quand même sous la Ve République en France la plus mobilisatrice, nous avons quand même un tiers de la jeunesse qui, cette fois-ci, pour le premier tour de l'élection présidentielle, est resté en dehors de la décision électorale. Et donc, peut être compté parmi les abstentionnistes. C'est 10 points de plus que l'ensemble de l'électorat, 22%, et beaucoup plus encore que les plus âgés. Donc vous allez voir, je vais essayer de comparer ces jeunes aujourd'hui par rapport aux générations plus âgées pour comprendre ce qui se passe, quelles sont les mutations, les évolutions dans la dynamique générationnelle. Et puis, autre élément de cette problématique que je vous propose ce soir, radicalité, c'est qu'en tout cas les jeunes qui ont voté, ceux qui se sont déplacés, 1 sur 2 a choisi une force radicale, qu'il s'agisse de France Insoumise ou du Front National, je vais y revenir. Donc déjà, ces deux résultats nous interpellent et nous poussent à réfléchir à notre sujet. Donc j'aborderai dans cette conférence 4 parties. Une première partie où je vais rapidement interroger qu'est-ce que la jeunesse et qu'est-ce que la jeunesse dans son lien à la politique. Une deuxième partie sur laquelle je vais essayer de voir si il y a plutôt de l'indifférence, du désinvestissement politique ou au contraire des formes de recomposition politique. Une troisième partie dans laquelle je vous proposerai alors de faire une plongée avec moi, parce que je l'ai vraiment faite ces derniers jours pour préparer la conférence de ce soir, parce que je n'avais pas encore eu le temps en France de vraiment bien mettre tous les résultats et analyser, construire les résultats de la participation et du vote des jeunes à l'élection présidentielle. Et puis enfin une dernière partie au cours de laquelle on réfléchira justement sur la radicalité qui peut s'exprimer non pas dans les urnes mais dans l'espace public, au travers donc d'actions et de modes d'engagement des jeunes aujourd'hui dans l'espace public. Donc cette première partie, jeunesse et politique, donc comment déjà essayer de caractériser ce lien des jeunes à la politique et revenir déjà sur la question de la définition de la jeunesse. Bon, beaucoup d'étudiants dont je vois les têtes ici ont eu l'occasion avec moi de réfléchir à cette question des années de jeunesse, de définition de la jeunesse. Alors bien sûr, le rappel que la jeunesse est une période de la vie essentielle dans le processus de construction de son identité politique. Dans les années de jeunesse se cristallise, on parle de Dalton, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé justement sur la socialisation politique, parle des années impressionnables. Moi, j'ai beaucoup développé cette question du moratoire électoral, c'est-à-dire un temps progressif dans lequel les jeunes vont rentrer dans leur rôle de citoyens actifs. C'est un temps de transition, un temps de négociation, où on va négocier avec son héritage familial, avec tout ce dont on a pu être imprégné au travers de la vie familiale, des choix de ses parents, ce dont on aura aussi hérité au travers de la culture scolaire. L'école est aussi un vecteur important de socialisation politique. On y apprend l'histoire, on y apprend l'instruction civique. Il y a toutes sortes de repères qui interviennent dans la construction aussi d'un savoir sur sa culture, la culture politique à laquelle on appartient. Et puis, transition donc entre ces héritages et puis le temps de l'expérimentation très fort que sont les années de jeunesse, c'est-à-dire les rencontres que l'on va faire, les expériences que l'on va avoir dans les lieux dans lesquels on va soit étudier, soit travailler, les rencontres amoureuses que l'on va faire, les rencontres avec ses amis. Tout cela, évidemment, va aussi contribuer à façonner des choix et des orientations politiques qui vont soit confirmer celles de l'enfance, celles de l'école, ou au contraire, soit les infléchir, soit même les venir en opposition à elles. Alors bien sûr,
On va toute la soirée parler de la jeunesse, des jeunes, les jeunes, mais évidemment, bon, le fameux mot du sociologue Pierre Bourdieu avait bien dit dans un article célèbre, la jeunesse n'est qu'un mot. Bien sûr, la jeunesse n'est qu'un mot, c'est en aucun cas une catégorie sociale homogène, univoque. Il y a des jeunesses. La jeunesse est traversée d'expériences sociales extrêmement différentes. Rien à voir entre un étudiant de Middlebury et puis le jeune qui est sûrement là quelque part, pas loin, et qui travaille déjà dans un restaurant ou dans une pompe à essence. Pas du tout la même expérience, pas du tout les mêmes conditions d'insertion sociale, pas les mêmes projections dans l'avenir, pas les mêmes conditions aussi de socialisation familiale, culturelle, etc. Donc, on va le voir, il y a des fractures sociales et politiques qui traversent la jeunesse. Mais on ne peut pas, à chaque fois qu'on parle des jeunes et de la jeunesse, dire, bon, les jeunes ceci, les jeunes cela. Bon, on est obligé d'utiliser des mots, mais il faut toujours avoir cela à l'esprit. C'est en aucun cas une catégorie sociale univoque et homogène, et pas non plus une catégorie d'âge homogène. Parce que quoi de commun entre quelqu'un qui a 18 ans, qui a 16 ans, qui a 25 ans, qui a 30 ans, et vous le savez, la jeunesse s'allonge. Le temps de la jeunesse est aujourd'hui un temps qui, dans l'ensemble du calendrier des âges de la vie, s'est beaucoup, beaucoup allongé. Aujourd'hui, c'est un temps de la vie qui prend à peu près, je dirais, une bonne quinzaine d'années. Hein, une bonne quinzaine d'années. Hein, on ne va pas ici envisager quels sont les seuils de début et les seuils de fin, mais bon, il suffit qu'on se reporte, ne serait-ce que 50 ans en arrière déjà, c'était une période beaucoup plus courte, le temps de la jeunesse. Et si on se reporte un siècle encore en arrière, alors là vraiment c'était juste quelques années. Donc il y a là aussi cette spécificité propre à ce temps de la vie, où justement la négociation entre l'héritage et l'expérimentation s'étale sur encore plus de temps. Et puis, ce sera le sens de mon propos aussi, on ne peut réfléchir à cette question du rapport des jeunes à la politique que dans le cadre d'une dynamique générationnelle, et se poser cette question, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui quelque chose de commun, quelque chose que les générations, les différentes générations peuvent partager quant à l'existence d'une culture politique référentielle commune? Ou alors est-ce qu'il y a vraiment des fractures, des écarts, des changements tellement importants, des bouleversements tellement importants que probablement il n'y a plus de points communs entre ces générations? Et on va le voir, et quand on va réfléchir avec vous à la spécificité de la jeunesse dans son rapport à la politique, il est bien évidemment très difficile de démêler ce qui relève de l'âge proprement dit, de la génération ou de l'effet de période aussi, ce qu'on appelle un effet de période. Certes, aujourd'hui, les jeunes sont abstentionnistes, plus abstentionnistes que leurs aînés, on l'a vu. Mais leurs aînés aussi sont plus abstentionnistes au fil du temps, ils sont plus abstentionnistes que ce qu'ils étaient. Leurs aînés aussi présentent un certain nombre de caractéristiques que les jeunes amplifient, hein, et que les jeunes renforcent d'une certaine façon. Même chose pour la défiance politique, on y reviendra, qui est très importante. La défiance, c'est-à-dire le manque de confiance dans le système politique. Aujourd'hui, elle domine en France, elle domine. Une grande majorité de Français n'ont confiance ni dans la droite ni dans la gauche pour gouverner. On a cru un petit moment qu'avec l'élection d'Emmanuel Macron, peut-être ça allait un peu s'arranger, mais on est en train de voir que très vite, c'est en train de se redétricoter. Donc cette défiance que l'on va observer chez les jeunes et qui peut nourrir leur indifférence comme leur radicalité, hein, et bien cette défiance, elle est aussi très présente dans l'ensemble de la population et ne caractérise pas seulement la jeunesse. Donc, très souvent, quand on parle du rapport des jeunes à la politique, des jeunes au monde politique, il y a une sorte de malentendu. Hein. Les jeunes, on dit qu'ils ne se sentent pas représentés, et les jeunes peuvent dire d'ailleurs qu'ils ne sont pas représentés. Vous savez, en France, ça a changé très récemment, mais jusqu'à maintenant, on avait une classe politique assez âgée, et surtout, non seulement une classe politique assez âgée en termes d'âge, mais surtout une classe politique qui ne se renouvelait pas beaucoup. Alors là, on est dans une période de grand chambardement, de grand renouvellement, mais jusqu'à une date récente, il y avait toujours cette suspicion réciproque que, voilà, les jeunes considèrent que les politiques ne s'intéressent pas à eux, et les politiques considèrent que ce n'est pas la peine de s'intéresser aux jeunes, puisqu'ils ne s'intéressent pas à eux, puisque de toutes les façons, ils ne votent pas, donc ils préfèrent s'adresser à leurs électeurs plus âgés. Donc cette espèce de cercle vicieux, de grands malentendus,
existe et domine bien souvent dans les représentations, d'ailleurs, que l'on trouve quand il faut essayer de comprendre le rapport des jeunes à la politique. Alors j'en viens maintenant donc à ma deuxième partie, indifférence ou recomposition politique. Tous les signes d'indifférence que l'on peut observer, j'ai évoqué l'abstention par exemple, qui peut être un signe d'indifférence, en tout cas de désinvestissement du politique. Est-ce que c'est finalement un péril pour la démocratie? Est-ce que c'est quelque chose de seulement négatif? Ou est-ce que ça peut éventuellement être aussi un signe de recomposition politique, de recomposition démocratique? Alors, pour répondre à cette question, il faut bien avoir donc présent à l'esprit que le cadre même de la socialisation politique, et donc de la politisation des jeunes générations, a changé. J'ai évoqué déjà la généralisation de la défiance politique. C'est tout à fait important, d'une crise de la représentation politique qui est réelle en France et qui explique en partie, d'ailleurs, le succès de la République en marche, le succès d'Emmanuel Macron, qui évidemment a pu opérer sur la base d'une crise majeure du système traditionnel, du système partisan en France aujourd'hui. Les vieux grands partis de gouvernement sont sortis assez en difficulté, et notamment le Parti socialiste, qui était pourtant le parti au pouvoir et le parti du président de la République précédent, François Hollande, est sorti complètement exsangue de cette élection. Donc il y a bien un problème de crise de la représentation politique. Les Français ne se sentaient plus représentés par la classe politique et les responsables politiques au pouvoir, ni par les partis politiques. Donc c'est un contexte, les jeunes qui rentrent aujourd'hui en politique, qui vont faire leur premier choix, leur premier vote, eh bien ils rentrent dans un moment de très grande défiance à l'égard de la politique. Et cette défiance à l'égard de la politique, elle est véhiculée par tout le monde, elle est véhiculée par les médias, elle est véhiculée par leurs parents, elle est véhiculée par le discours général. Et moi je suis très frappée, depuis qu'on est ici à Middlebury, de voir qu'à nouveau on a un discours extrêmement négatif au travers d'un certain nombre de papiers, de presse, à juste titre peut-être, c'est pas à moi de juger, mais à nouveau la défiance politique est extrêmement présente, extrêmement entretenue dans l'été qui nous occupe ici. Baisse des allégeances partisanes. Baisse des allégeances partisanes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes et de jeunes qui accentuent toujours les choses, qui ne se sentent proches d'aucun parti. On a pourtant en France, et quand je discute avec les étudiants de Middlebury, ça les frappe tout le temps, parce que finalement, voilà, par exemple aux États-Unis, il y a deux grands partis, éventuellement il y a les indépendants qui essaient de s'imposer, mais il n'y a pas toute la palette de partis que nous avons. En France, nous avons 2 partis à l'extrême gauche, plusieurs partis de gauche, communistes, socialistes, des partis écologistes, plusieurs partis de droite, des partis souverainistes, un parti d'extrême droite, enfin bon, bref, on a un échiquier partisan extrêmement riche, extrêmement important. Donc on pourrait imaginer que des jeunes qui rentrent en politique, qui font leur premier choix, leur premier vote, ils ont toutes les chances de pouvoir trouver chaussures à leurs pieds. Eh bien non, c'est pas justement cette diversité des partis politiques finalement ne permet pas que s'établisse un lien partisan suffisamment solide, suffisamment fort pour justement fixer des votes, fixer des choix, réassurer la question de la confiance politique et de la confiance dans le système politique. Donc cette baisse des allégeances partisanes que l'on explique bien sûr par cette montée de la défiance, elle s'explique aussi par une individualisation du rapport à la politique. Aujourd'hui, on fait de plus en plus des choix politiques, je dirais, sur une base assez autonome, finalement. Dans le temps, les institutions, les cadres de la socialisation politique étaient beaucoup plus fixés. On votait davantage comme son groupe professionnel, on votait davantage comme sa famille aussi, on votait davantage selon sa culture, selon ses appartenances culturelles, ses appartenances religieuses. Aujourd'hui, dans la société qui s'est profondément individualisée, toutes ces appartenances se sont détricotées, se sont défaites. Les syndicats ont aussi moins de présence, les partis politiques, les associations sont moins présentes dans les tissus résidentiels, dans les villes, etc. Donc,
voilà, les individus votent beaucoup plus de façon autonome et individualisée, donc c'est cette baisse des allégeances des partis et des loyautés politiques et des allégeances partisanes. Brouillage du repère politique en termes de gauche et de droite. Là aussi, qu'est-ce qu'on a? On a toujours en France cette structuration gauche-droite qui est très importante et qui explique toute l'histoire de notre culture politique. Mais au fil du temps, au fil des générations, eh bien, cette structuration du clivage gauche-droite a tendance à s'affaiblir. Et elle s'affaiblit aussi dans le système politique lui-même, puisqu'on voit bien que la force qui a émergé, c'est République en marche, Emmanuel Macron, qui justement veut sortir de ce clivage gauche-droite et qui est et gauche et droite. Donc on est dans un tout autre cadre aussi de repérage. Et donc ce brouillage du repérage politique en termes de gauche et de droite, il a évidemment pour incidence de moins structurer, là encore, les choix et les conditions de la socialisation politique que par le passé. Affaiblissement de la norme du devoir civique de voter, ça c'est très important. Là aussi, le devoir de voter a plutôt perdu de l'influence, enfin en tout cas du sens, a perdu en signification dans le renouvellement générationnel, et le vote, tel qu'il est interprété aujourd'hui par les jeunes générations, est plutôt interprété en termes de droit qu'en termes de devoir. On a le droit de voter, c'est un droit que l'on exerce, ou pas. Et justement, si on a le droit de voter, si c'est un droit, on a aussi le droit de ne pas voter. Et l'abstention est aussi revendiquée de plus en plus comme un droit. Donc cet affaiblissement de la norme du devoir civique qui conduit à cette généralisation du vote intermittent, qui fait que les électeurs systématiques, ceux qui allaient voter à toutes les élections, quelle que soit l'élection, parce qu'il fallait aller voter pour exercer son devoir, eh bien aujourd'hui, cet électeur, à part chez les 65 ans et plus, les plus âgés, n'existe plus. Aujourd'hui, l'électeur, on est vraiment en face d'un nouveau modèle de comportement électoral, l'électeur est un électeur intermittent, qui pour certaines élections va aller voter, pour d'autres ne va pas aller voter. Et l'amplitude du décrochage de la participation, par exemple, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a des explications bien sûr, techniques aussi, mais le décrochage assez vertigineux de la participation entre la participation à l'élection présidentielle et aux législatives participe de ce nouveau modèle de comportement électoral. Avant, les gens ne se posaient pas la question, il fallait aller voter, ils allaient voter. La génération, je vais dire rapidement, mes grands-parents par exemple, on allait voter parce qu'il fallait bien voter, quelle que soit l'élection, quels que soient les enjeux. Et pour les jeunes, la question des enjeux est très importante. Ils perçoivent par exemple qu'une élection présidentielle c'est quelque chose de très important, donc ils vont voter. En tout cas les 2/3 qui vont voter. Éventuellement c'est ce qui les mobilise le plus. Des municipales, des régionales, des départementales et des élections européennes, n'en parlons pas. Alors que pourtant ce sont des jeunes pour qui l'Europe fait sens, qui sont des Européens de naissance, si j'ose dire. Alors là vraiment, il n'y en a plus que 3 sur 10 qui vont voter aux élections européennes. L'espace politique européen n'est absolument pas investi. Donc là, vous voyez que les conditions de la socialisation politique des jeunes sur cette image que je trouve assez drôle, c'est finalement, voilà, que font ces jeunes qui évoluent, font leur premier pas en politique, alors qu'ils évoluent dans un milieu où leurs interlocuteurs sont d'une défiance absolue vis-à-vis de la politique, où ils entendent leurs propres parents justement, la télévision, etc., toujours critiquer la politique. Et voilà, que font-ils de cette défiance Ils sont porteurs, ces jeunes, du désenchantement de leurs parents, et peut-être, voyons voir, ils sont peut-être moins désenchantés que leurs parents, moins désenchantés qu'on veut bien le dire. Alors, j'en viens à la troisième partie, qui est la question du vote. Voilà, en tout cas, une carte électorale. Voilà, que l'on utilise en France pour aller voter. Quand un jeune a sa carte électorale pour la première fois, eh bien, c'est ce qu'il présente au bureau de vote pour aller voter. Alors, regardons maintenant précisément comment les jeunes ont voté en 2017. Mais avant, je me suis dit qu'avant de vous parler de 2017, j'avais envie de refaire un petit tour en arrière, parce qu'on oublie comment les jeunes ont voté finalement avant, sous la Ve République, il y a longtemps. Et voilà, est-ce qu'ils ont
à peu près, est-ce qu'ils avaient les mêmes tropismes politiques qu'aujourd'hui? Est-ce qu'ils étaient plus à gauche, moins à gauche, plus à droite, moins à droite? Bref, j'ai retenu pour ça, pour ce petit tour en arrière, parce qu'on n'avait quand même pas le temps de toutes les détailler, 3 élections présidentielles emblématiques, mais aussi qui me sont apparues comme pouvant être intéressantes à réexaminer du point de vue de la participation des jeunes, parce qu'elles avaient quelque chose à voir avec l'élection de 2017. Bon, 1965, c'est parce que c'est la première élection présidentielle. 1974, c'est l'élection qui a vu la victoire de Valéry Giscard d'Estaing, qui était aussi un président très jeune, un président qui voulait aussi entraîner la France un peu en dehors du clivage gauche-droite. Donc il y a quelque chose là qui fait peut-être un peu écho à la période que nous vivons, un peu seulement. Pas, tout comparer, il y a des éminents spécialistes d'histoire politique dans cette salle, donc je ne peux pas me lancer sur ce terrain. Mais 74 aussi, je l'ai retenu parce que c'est l'année du droit de vote à 18 ans, l'année de l'abaissement du droit de vote à 18 ans. Donc je trouvais que c'était aussi intéressant, mais les jeunes, en 1974, ne l'avaient pas encore, ils l'ont eu juste après. Et 2002, pourquoi 2002? Ça se comprend tout seul, c'est parce que 2002, c'était l'élection où il y a eu aussi un Le Pen, pas Jean-Marie, mais sa fille, au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc, voilà, c'est juste pour se rappeler un peu à ces 3 élections, la façon dont les jeunes se sont mobilisés. Alors là, j'ai juste trouvé cette photo, tellement j'étais prise par effectivement mes recherches de photos dans l'après-midi, j'ai trouvé cette photo parce que, justement, avant 1974, les jeunes ne pouvaient pas voter. Ils n'avaient pas le droit de vote. Et donc, on voit des jeunes qui manifestaient pour avoir le droit de vote à 18 ans. Et vous allez voir notamment qu'en mai 68, la réponse des jeunes, on le verra plus tard, la réponse des jeunes qui ne pouvaient pas voter, vous allez voir la façon dont ils considéraient qu'ils pouvaient s'exprimer et se faire entendre quand même. Donc, avant le droit de vote à 18 ans, obtenu en 1974, voilà quels étaient les jeunes déjà sur le pavé parisien probablement, et qui vous montre bien qu'il y a quand même une tradition assez française, mais aussi que l'on retrouve dans pas mal de pays d'Europe du Sud, une tradition manifestante. La France est quand même un pays où on fait des manifestations assez régulièrement, et tous les voyageurs en France, généralement, signalent ce phénomène. Il y a très souvent une manifestation, une grève, et très souvent les jeunes dans la rue. Donc, avant 1974, ils étaient donc déjà dans la rue. Alors, la première élection de 1965, alors j'ai pris que les seconds tours, parce qu'autrement, je ne pouvais pas faire toute cette fresque, pourtant bien passionnante, mais je n'ai pris que les seconds tours de l'élection présidentielle. Donc c'était la première élection sous la Ve République, et qui voyait au second tour s'affronter François Mitterrand et le général de Gaulle. Et donc les jeunes ne pouvaient pas voter avant 18 ans, donc là, les chiffres dont nous disposons, ce sont les 21-30 ans. Bon, prenons ces chiffres. Alors, ce qui ressort de ces élections, c'est que les jeunes privilégient la gauche et François Mitterrand, mais tout juste. Effectivement, ils votent plus pour François Mitterrand, vous le voyez, que leurs aînés, mais enfin, ils sont quand même assez départagés. Donc là, on est 3 ans avant 1968, mais 1968, comme vous le savez, qui a été un grand moment d'ébullition, de révolte en France, dont se saisit une partie de la jeunesse, encore une fois. Pas toute la jeunesse, mais une partie de la jeunesse. Enfin, ça a été quand même un grand moment de révolte et de révolution, mais 68 en France. Donc 3 ans avant 68, lors de cette première élection présidentielle, on voit que les jeunes sont partagés. Sont vraiment partagés entre François Mitterrand et le général de Gaulle. Alors, nous allons passer ensuite à 1974. Alors, qu'est-ce que l'on voit en 1974? On voit ce président assez jeune, qui a d'ailleurs un type de campagne nouveau. Il met sa fille, donc une jeune, avec lui sur son affiche de campagne, ce qui est quand même très nouveau. Donc il y a vraiment un air, comment dire, une volonté d'inscription de la jeunesse. Et puis contre lui, François Mitterrand, toujours. Donc à la présidentielle de 1974, on voit que le tropisme de gauche, qui commence à s'installer, en tout cas chez les jeunes, s'affirme très nettement,
59% des jeunes votent pour François Mitterrand et 41% pour Valéry Giscard d'Estaing. Vous voyez que dans la population, c'est 49-51, ça a été très juste. Valéry Giscard d'Estaing a été élu de justesse, mais vous voyez que déjà, les jeunes étaient vraiment nettement, on va dire, pesés à gauche. Ça va s'amplifier, se confirmer avec les années Mitterrand, dont je ne vais pas parler ici, mais on a parlé de la génération Mitterrand. En 1981, 1988, les jeunes ont très largement contribué à l'élection et à la réélection de François Mitterrand, d'où cette appellation génération Mitterrand. En 1995, il y a eu à nouveau une inflexion plutôt des jeunes, dans leur vote en tout cas, vers la droite. Ils ont davantage voté pour Jacques Chirac que pour François Mitterrand, que pour Lionel Jospin. Et voilà. Et on arrive à aujourd'hui. 2002, nous allons voir le vote des jeunes. 2002, premier tour de la présidentielle. Là, je vous ai mis toutes ces unes des journaux pour vous rappeler que ça a été un grand choc. Un séisme, on a vraiment parlé d'un séisme électoral. Ça a été un grand choc pour les Français et un grand choc pour la jeunesse. Toute une partie de cette génération qui arrivait à la politique dans les années 2002 se sont mobilisés, enfin une grande partie s'est mobilisée fortement contre la présence de Jean-Marie Le Pen à ce second tour et a d'ailleurs contribué à organiser beaucoup de manifestations dans la rue, appelant justement la population à voter, à participer en masse au deuxième tour de l'élection présidentielle pour donner le maximum de suffrages à Jacques Chirac et le minimum à Jean-Marie Le Pen, bien sûr. En tout cas, pour les jeunes de cette génération-là, ce séisme électoral restera vraiment dans les mémoires et on a beaucoup reparlé de ce qui s'était passé en 2002, cette année en 2017, parce que alors qu'il y a eu beaucoup de manifestations de la part des jeunes, je crois que j'ai gardé cette photo par exemple, vraiment les rues de Paris étaient pendant les deux tours, puisqu'il y a les deux tours pour l'élection présidentielle et 2 semaines qui séparent ces deux tours. Il y a eu beaucoup de manifestations et on a beaucoup réévoqué en 2017 cette époque, donc 15 ans plus tôt, en disant que cette fois-ci, on avait bien quelqu'un du Front National, Marine Le Pen, aussi au deuxième tour de l'élection présidentielle et qu'il n'y avait eu aucune, très très peu, aucune mobilisation, aucune manifestation. Signe bien d'une dédiabolisation et d'un certain succès finalement du Front National et de Marine Le Pen à avoir en fait banalisé d'une certaine façon sa candidature et son parti. Donc en 2002, 12% des 18-24 ans votent pour Jean-Marie Le Pen, 17% dans l'ensemble de l'électorat, et au second tour, toujours de 12% votent pour Le Pen et 88% pour Jacques Chirac, respectivement 18 et 82% dans l'ensemble de l'électorat. Donc vous voyez qu'en 2002, ils votent, les jeunes, encore un peu moins que l'ensemble de la population pour Marine Le Pen. Donc on en arrive à l'élection présidentielle de 2017. L'élection présidentielle de 2017, donc comment les jeunes ont-ils voté? Mais je le rappelle, les jeunes qui ont voté. N'oublions pas la première diapositive, un tiers des jeunes n'avaient pas voté. Donc ça c'est vraiment les jeunes qui ont voté. Un tiers de la jeunesse qui reste en retrait de la décision électorale pour une élection aussi importante que celle que nous avons vécue, c'est pas rien. Ce n'est pas rien. Donc, là, c'est pour ceux qui n'étaient pas forcément en France, mais un petit rappel, voilà, en gros, la grande partie, je ne sais pas s'ils y sont tous, mais peu importe, en tout cas, vous voyez qu'il y avait beaucoup de candidats qui se présentaient à ce premier tour de l'élection présidentielle, donc visualiser, en tout cas, ceux dont on va parler plus précisément, donc Marine Le Pen, le président, le candidat devenu président Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Là, vous avez François Fillon, qui était le candidat de la droite de gouvernement et du parti, donc les Républicains. Et puis vous avez Benoît Hamon,
qui était le candidat du Parti socialiste, qui était aussi donc le parti qui était au pouvoir sous la présidence de François Hollande. Alors, comment les jeunes ont-ils voté? Eh bien voilà comment ils ont voté. Alors là, je vous ai fait sur ce graphique toujours une comparaison entre les 18-24 ans, l'ensemble bien sûr de l'électorat, mais aussi avec les 65 ans et plus, hein, toujours dans notre effort de compréhension de ce qui peut réunir ou séparer dans leur rapport à la politique les plus jeunes et les plus anciens. Très nettement, le candidat qui a eu le plus de succès au premier tour de l'élection présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon, la gauche radicale. Très nettement, et 30%, 12% seulement des 65 ans et plus, 20% de l'ensemble de l'électorat. Vous voyez que Emmanuel Macron, pas d'effet d'âge particulier. Tout le monde a voté à peu près, quel que soit l'âge. Il agrège finalement tous ces âges. Intéressons-nous aux forces radicales déjà dans un premier temps. Quant à Marine Le Pen, vous voyez que quand même, ce sont les 18-24 ans qui lui ont donné le plus de suffrages, un peu plus, c'est à peu près l'équivalent à l'ensemble, et les plus vieux, moins. Alors on croit toujours que ce sont les vieux qui votent pour Marine Le Pen d'abord, mais en fait ce sont plutôt les plus jeunes qui votent pour Marine Le Pen et le Front National. Et alors quant aux autres candidats, qu'il s'agisse donc de Benoît Hamon, eh bien, c'est le candidat socialiste. Là, il s'est effondré complètement, mais pour tout le monde, quel que soit l'âge. Mais par contre, vous voyez qu'il y a une grande différence en ce qui concerne François Fillon, qui n'a fait que 10% chez les jeunes, donc qui s'est complètement effondré. Et probablement, étant donné toute l'affaire qui a pesé, et toute la suspicion quant à son honnêteté et sa probité, chez les jeunes, c'est quelque chose qui n'est pas passé. Mais vous voyez que là, il y a une grande différence entre les jeunes et les vieux sur le vote François Fillon. En gros, François Fillon n'avait plus que les vieux pour voter pour lui. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure les fractures sociales et politiques au sein de la jeunesse. Donc du coup, j'ai aussi fait ce graphique. Les primo-votants, ce sont ceux qui sont votés donc, pour la première fois à l'élection présidentielle, donc ils sont tout jeunes. Et j'ai distingué les jeunes qui sont actifs, qui sont dans le monde du travail, donc déjà, les étudiants et les jeunes chômeurs. Et vous voyez, en tout cas, que la réponse politique sur le vote Front National est extrêmement différente. Vous voyez que vraiment, les jeunes chômeurs, un jeune chômeur sur deux a donné sa voix à Marine Le Pen, les actifs aussi, les étudiants moins. Les étudiants moins. Mais ce n'est pas rien non plus. Bon, vous voyez que sur le vote Fillon, les chômeurs, ils ne sont vraiment pas, mais bon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'écart. Sur le vote Macron, il y a, on voit bien, un peu plus d'actifs étudiants, mais il n'y a pas vraiment de grande différence. Mais les chômeurs n'ont pas voté, les jeunes chômeurs n'ont pas voté Macron. Là, il n'y a pas de différence. Et Mélenchon, c'est intéressant, pas de différence non plus. Mélenchon, c'est un peu comme Emmanuel Macron, il arrive à agréger finalement des catégories et des gens d'horizons très différents. Voilà. Par contre, Le Pen, sur le vote Le Pen, il y a toujours un clivage social assez important. Alors, cette question. Plus à gauche les jeunes, plus à droite. Moi j'ai du mal finalement, à moi-même, à avoir une réponse simple à cette question. D'abord, pour une raison technique, on doit travailler sur des sondages, sur des enquêtes, donc selon les sondages, selon les instituts, selon les enquêtes, les chiffres peuvent varier. C'est pas toujours simple de répondre à cette question, mais c'est parce qu'aussi probablement c'est plus difficile à saisir du point de vue de ce délitement dont j'ai parlé, des identités politiques structurées telles qu'elles étaient avant, c'est-à-dire que les jeunes, leur première réponse c'est ni gauche ni droite par exemple, mais en même temps ils vont voter, donc après ils vont voter, donc quand ils vont voter pour des candidats, ils vont bien donner leur voix à gauche ou à droite, etc. Bon, bref. Donc là j'ai regardé par rapport à cette élection présidentielle, comment ont-ils voté ? 39% si on fait le total de toutes les voix de gauche, alors ils ont voté plus à gauche que le reste de l'électorat. Donc ils sont à gauche, plus à gauche en tout cas que le reste de l'électorat. Macron, on a dit, vraiment, ils sont pareils. Et si on fait toutes les... Alors j'ai
j'ai différencié ici, mais on devrait donc les agréger. Si on fait le total de toutes les voix de droite, 15% de droite pour les Républicains et debout la France, c'est-à-dire Dupont-Aignan, le souverainiste, le candidat souverainiste Dupont-Aignan, 5% des jeunes ont voté pour lui. Donc on a 15%, 23% pour Marine Le Pen. Donc là, si on fait 15 et 23, ça fait bien 38. 38 droite, 39 gauche. Bon, les jeunes sont-ils plus à gauche, sont-ils plus à droite? Comment caractériser vraiment ce vote des jeunes pour le Front National? Est-ce que c'est un vote de droite, d'extrême droite, de ni gauche ni droite? Marine Le Pen, dans ses discours, et particulièrement dans ses discours à la jeunesse, elle se présente comme ni gauche ni droite. C'est surtout pas extrême droite. Donc, voilà. Comment interpréter voilà. En tout cas, là, vous avez les résultats. En tout cas, vous voyez que c'est quand même assez équilibré. On a à peu près la même proportion aux deux extrêmes, et puis on a Macron qui arrive en force au milieu. Enfin, en force, pas si en force que ça. Si on regarde l'évolution, il faut toujours pour essayer de répondre à cette question. De gauche, de droite, où va la jeunesse française? Plutôt vers la gauche, plutôt vers la droite. Donc j'ai fait ce schéma. Vous voyez l'évolution du vote des 18-24 ans au premier tour de la présidentielle 2002, depuis 2002, donc 2002, 2007, 2012, 2017. Donc les 4 dernières élections. Alors, 2017, fixons-nous sur le violet. C'est-à-dire sur 2017. Vous voyez très nettement 2017, gauche de la gauche. Vous voyez très nettement Front National. Vous voyez en tout cas que la gauche de la gauche et le Front National, si on les compare à ce qui se passait en 2002 dans les élections précédentes, et les élections précédentes, vous voyez que ces deux forces politiques ont beaucoup cru chez les jeunes. Vraiment beaucoup cru. Par contre, si on regarde ce qui se passe sur les deux grandes forces de gouvernement, alors là, c'est vertigineux, vraiment, regardez. 7% donc aujourd'hui pour la gauche PS, donc la gauche du gouvernement. Vous voyez que quand même, en 2012, au moment de l'élection de François Hollande, 22% des jeunes avaient voté pour le Parti Socialiste. Là, il me semble que 7% cette fois-ci. Même chose à droite pour les Républicains. Regardez, encore en 2012. En 2012, on a beaucoup dit que les jeunes avaient beaucoup voté pour Hollande. C'est pas vrai. Les jeunes étaient à égalité à peu près. Le vote des jeunes était à peu près à égalité pour Hollande et Nicolas Sarkozy. On en voit d'ailleurs la trace ici, 27% pour la droite. 11% cette fois-ci. Donc, vous voyez, et puis donc le centre, bien sûr, force centrale, qui existait en 2007 à cause du succès assez important remporté par François Bayrou auprès de la jeunesse. Il y avait toute une partie de la jeunesse qui avait voté pour François Bayrou au premier tour de 2007, mais vous voyez quand même que Emmanuel Macron et l'installation de La République En Marche dans le paysage électoral des jeunes est réelle. Donc, en tout cas pour notre sujet ici, vous voyez que les forces radicales, les deux forces radicales, à la gauche de la gauche, à la droite de la droite, avec le Front National, ont plutôt assez augmenté. Là toujours, pour essayer de répondre à cette question, les jeunes sont-ils de gauche ou de droite, si on ne regarde plus ce qui se passe du point de vue du vote, mais du point de vue du positionnement politique, eh bien on voit qu'aujourd'hui, quand on demande aux jeunes, en tout cas qui se déclarent, qui veulent bien déclarer un positionnement politique, ben, ils sont quand même plus nombreux à déclarer un positionnement politique de droite que de gauche. Donc ça aussi, ça fait réfléchir. 29% à gauche, les 18-24 ans, 40% à droite. Alors ils sont moins à droite que les plus âgés, mais ils sont quand même, en ce moment, plus à droite. En tout cas, ils déclarent plus souvent une position de droite que de gauche. Ça doit aussi rester dans notre mémoire. Donc on voit bien deux types de radicalité dans les urnes qui s'expriment. France Insoumise, chez les jeunes, 1 sur 2, je vous rappelle, le premier chiffre, 1 sur 2 qui votent soit pour France Insoumise, à gauche, soit pour le Front National. Et vous voyez cette jeunesse d'ailleurs qui est très présente dans les manifestations, dans les meetings, qui a été très présente dans les meetings notamment électoraux de ces deux forces politiques. Et donc c'est un vote protestataire quand même, qui est le vote
protestataire dominant chez les jeunes. Là, je vais aller un peu vite, mais pour montrer quand même qu'au travers de ces forces radicales si différentes, je ne vais pas dire que forcément c'est un transfert qui va de soi. Je ne sais pas très bien comment d'ailleurs s'est opéré ce transfert, mais c'est quand même très intéressant de regarder ce qui s'est passé. Avant l'élection présidentielle, dans les mois qui ont précédé l'élection présidentielle, le Front National avait remporté, avait été le premier parti, on va dire plutôt le premier parti pour lequel les jeunes avaient voté à toutes les élections intermédiaires. C'était la première force politique chez les jeunes en France, et avant l'élection présidentielle, on annonçait dans les sondages les intentions de vote, et là c'est l'enquête électorale du Civipof, on voyait que 29% des jeunes s'apprêtaient à voter pour Marine Le Pen, vous voyez, très loin avant les intentions de vote pour Jean-Luc Mélenchon. Là, on était début mars. Hein. En France, le premier tour de l'élection présidentielle a eu lieu le 23 avril. Donc début mars, vous voyez que quand même, hein, souvenez-vous du graphique précédent, hein, c'est normal, c'est Mélenchon qui est arrivé très largement en tête. Donc vous voyez qu'il y a un switch, un transfert, non, enfin pas un transfert, un basculement. Un revirement. Un basculement, quelque chose en tout cas, qui s'est passé, en tout cas une mobilité. Là, à la fin du mois de mars, on a toujours Le Pen très en tête, 30%, et on a un Mélenchon chez les jeunes, on regarde que les jeunes, hein, le bleu, à 18. Et puis, voilà le résultat final, hein, c'est-à-dire le 23 avril, hop, on a Mélenchon 30, et Marine Le Pen qui est redescendue à 22. Ça, c'est très intéressant de voir ça, c'est-à-dire que et rien ne s'est passé, ça n'a pas bougé pour Macron. Il ne s'est rien passé nulle part ailleurs. Il s'est passé que ce mouvement, que ce déplacement, en ce qui concerne simplement ces deux forces radicales. Hein. Donc là, il y a aussi quelque chose qui est tout à fait intéressant et qui montre bien que ces jeunes, en tout cas l'espace électoral, hein, des jeunes aujourd'hui est un espace dans lequel ils expriment d'abord une radicalité, que ce soit avec Marine Le Pen ou avec Jean-Luc Mélenchon. Bon, malgré ce relatif affaissement, hein, de Marine Le Pen dans la dernière période, hein, dans la dernière ligne droite au sein de l'électorat jeune, vous voyez que là encore, hein, je vous ai fait ce graphique pour voir sur la longue période, 1988-2017, donc avec toutes les élections présidentielles, hein, vous voyez que quand même le socle électoral de Marine Le Pen, hein, est quand même bien consolidé, hein, et plutôt depuis 2002, hein, et plutôt depuis 1988, pardon, et plutôt à la hausse, hein, vous voyez, 22. Alors au second tour, rapidement, au second tour, comment les jeunes ont-ils voté? Les 2/3 des 18-24 ans donnent leur voix à Emmanuel Macron, et 1/3 a donné leur voix à Marine Le Pen. Voilà comment se sont exprimés les votes au second tour. Donc vous voyez que tendanciellement, si on compare les plus jeunes et les plus vieux, les plus jeunes ont plutôt moins voté pour Macron, et ils ont voté un peu plus, hein, pour Marine Le Pen quand même. Hein. Donc on voit bien toujours cette différence. Et si on compare par rapport à 2002, vous voyez qu'entre 2002 et 2017, l'électorat jeune du Front National s'est consolidé et s'est accru de 21 points. Hein. Vous voyez quand même les différences de niveau. Là, j'ai mis le vote Chirac ou Macron, donc Chirac-Macron, en 2002 et en 2017, et Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, vous voyez que entre les deux dates, en tout cas, ça c'est assez... ça a progressé. Là, toujours, dernière diapositive en ce qui concerne le vote, mais qui m'est apparu comme essentiel, toujours à propos de cette question des fractures sociales et des fractures politiques au sein de la jeunesse. Vous voyez qu'il y a vraiment, c'est comme un escalier qui se croise. Hein. Plus on est diplômé, plus on va voter Macron, moins on est diplômé, plus on va voter Le Pen. Hein, c'est vraiment l'effet du niveau de diplôme est très important. Alors j'en viens à la dernière partie qui concerne maintenant d'autres espaces de radicalité que les urnes, hein, que le vote. On a vu que dans le vote, en tout cas, c'est bien présent. Donc,
les jeunes participent à des manifestations, sont très actifs dans un certain nombre de mouvements de contestation. Comme vous le voyez, là vous voyez donc une image, mais bon, c'est réel, mais pas non plus si étonnant. Je disais que tout à l'heure, le contexte de la politisation et de la socialisation politique des jeunes a changé. Ça, c'est l'ensemble des Français. Aujourd'hui, vous avez près de 7 Français sur 10 qui déclarent être prêts à descendre dans la rue pour manifester et défendre ses idées. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde descend dans la rue, que ces 7 Français ne vont pas descendre dans la rue, mais il y a un potentiel protestataire. Et donc les jeunes, ils sont socialisés à la politique dans ce climat, dans ce climat de passage à l'acte éventuel, ou en tout cas de légitimation croissante des actes de protestation. Et là, quand on regarde la participation des jeunes en tant que tels à des actions politiques, vous voyez que par exemple 70% des jeunes en ce moment en France sont prêts à participer à une manifestation. Un tiers ont déjà participé à des manifestations. Vous voyez que militer dans une organisation politique, par contre, c'est beaucoup moins intéressant et beaucoup moins attractif. Et sur toutes les formes de radicalité plus violentes, évidemment, ça ne concerne qu'une minorité. Mais ce sont des minorités qui ne sont pas si faibles que ça. 20% seraient prêts, ont déjà ou seraient prêts à affronter d'autres manifestants. 18% l'ont déjà fait ou seraient prêts à affronter les forces de l'ordre et la police. Et on va finir, même 11% provoquer des dégâts matériels dans la rue. Bon, c'est assez révélateur aussi de certaines situations que l'on voit. Alors, mai 68, évidemment, en France, dès que vous travaillez sur la question de la participation radicale, de la manifestation, de la protestation politique, il y a en 68 ce moment qui reste très important dans l'imaginaire, dans une sorte de mythologie même de la contestation politique juvénile, mai 68. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'avant 1974, on a vu les jeunes manifester, ils n'avaient pas le droit de vote, donc en 68, ils n'avaient pas le droit de vote. Ça, j'ai retrouvé cette affiche de mai 68, moins de 21 ans, si vous avez moins de 21 ans, voici votre bulletin de vote, donc un pavé, parce que vous savez que le pavé, les jeunes ont beaucoup jeté à Paris des pavés, ils ont fait des barricades avec des pavés, enfin les pavés des rues de Paris étaient donc un instrument, une arme, on va dire, politique autre que le vote pour les jeunes de mai 68. Donc je vous montre ces images parce que elles continuent à être dans l'imaginaire politique français, mais aussi dans l'imaginaire politique des jeunes, qui, à l'occasion des différents mouvements dans lesquels ils peuvent encore s'engager, reconvoquent ces images, reconvoquent ces affiches. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose, que ce soit la mobilisation des jeunes contre la loi El Khomri, contre la loi travail, les manifestations, que ce soit le mouvement Nuit debout, etc., on va toujours essayer de voir si c'est pareil, pas pareil, en quoi c'est différent de mai 68. Mai 68 est toujours une espèce de référence. Et là, bon, cette affiche si belle, cette photo si magnifique, les libertés ne se donnent pas, elles se prennent. Donc là, c'était très emblématique aussi du mouvement de mai 68 que l'on va retrouver aujourd'hui dans ces demandes, par exemple, de démocratie directe, de ces demandes de participation directe que l'on retrouve, par exemple, dans le mouvement Nuit debout. C'est aussi... voilà, nous on n'a plus besoin de représentants, on veut nous-mêmes exercer le pouvoir, on veut nous-mêmes avoir des responsabilités. Il y a une crise quand même des médiations politiques qui est tout à fait présente et qui rappelle justement certains mots d'ordre. Alors, les mouvements lycéens et étudiants, ça c'est aussi une caractéristique de la France. Depuis 1986, maintenant qui a été le premier grand mouvement lycéen-étudiant après mai 68, depuis ce grand mouvement lycéen-étudiant, à chaque fois que le gouvernement en France a voulu faire une réforme du système éducatif, eh bien à chaque fois les lycéens, les étudiants sont descendus dans la rue
Et il y a eu, je ne sais combien, beaucoup de mouvements lycéens et étudiants. Et maintenant, d'ailleurs, dans la vie d'un lycéen à Paris ou en France, il est impossible de finir sa scolarité ou de faire sa scolarité sans avoir croisé à un moment ou à un autre l'occasion d'un mouvement de mobilisation lycéenne dans son établissement, et donc d'être allé participer à une manifestation, et donc d'avoir été socialisé d'une certaine façon à cette protestation politique. Ça, c'est aussi un grand changement dans la culture politique des jeunes générations. Donc voilà, vous avez une illustration des mots d'ordre et de la présence de la jeunesse dans la rue. Là, quelques photos, quelques images aussi de la réforme du Code du travail de Myriam El Khomri, donc c'était l'an dernier, où il y a eu beaucoup de manifestations jeunes, loi travail, on n'est pas que du bétail, leurs bénéfices, nos sacrifices, le MEDEF tue, le MEDEF c'est le mouvement le mouvement de représentation des patrons, du patronat en France. Misère, récolter notre colère, enfin bon, vous voyez, c'est la loi El Khomri, elle est pourrie. Donc c'est des jeunes qui sont en train de manifester contre justement la loi du travail qui vise en gros à libéraliser le travail, à le rendre plus flexible. Et donc la jeunesse de France est debout, et justement tellement debout qu'elle va même être debout la nuit au travers d'un mouvement qui s'appelait Nuit debout, qui a consisté en l'occupation pendant plusieurs mois de la place de la République à Paris, qui est une place emblématique, c'est-à-dire de tous les grands mouvements politiques de contestation en France, et donc qui a occupé cette place pendant longtemps, et donc au travers donc de cette, on va dire que cette opposition à la loi El Khomri a été le déclencheur un peu de ce mouvement Nuit debout, dont on trouve aussi, dont on a trouvé aussi des expressions en Espagne avec le mouvement des indignés, les indignados, mais dont on a aussi trouvé des mouvements d'expression avant, par exemple à New York avec le mouvement Occupy Wall Street. Enfin bon, voilà, ce sont des mouvements qui sont à l'impulsion de mobilisation des jeunes aujourd'hui, dans lesquels ils réclament plus de démocratie directe, où ils luttent très explicitement contre la libéralisation économique, la mondialisation, bref, un certain nombre de choses, mais pour lesquelles donc la radicalité s'exprime. Alors, pour en venir à la conclusion, indifférence et ou radicalité, puisque c'est la question que nous nous sommes posée, voilà les conclusions provisoires que je vous proposerai. Pas de dépolitisation, on voit bien, puisque les jeunes, ils sont à la fois, ils sont bien là, ils battent le pavé, mais ils votent, même s'ils ne votent pas tous, ils votent, ils s'expriment, donc pas de dépolitisation. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a à la fois un tiers des jeunes qui ne sont pas allés voter, mais quand on leur a demandé, notamment au travers de cette enquête régulière du Cevipof qu'on a fait toute l'année électorale, s'ils s'intéressaient à l'élection présidentielle, 80% d'entre eux disaient que ça les intéressait beaucoup. Donc ils peuvent à la fois être intéressés par la politique, intéressés par les enjeux de l'élection, en même temps ne pas aller voter, parce que dans leur abstention s'exprime aussi un certain mécontentement. L'abstention est aussi une forme de message politique, et en tout cas, quand ils vont voter, ils peuvent s'exprimer pour des forces radicales. Donc pas de dépolitisation, mais une politisation autrement. Et surtout, ce qui caractérise, me semble-t-il, aujourd'hui la politisation des jeunes, c'est une politisation défiante. Une politisation qui est d'abord défiante, plus critique, plus réflexive, plus à distance du système politique, et donc du coup plus spontanée probablement, plus réflexive, plus sporadique aussi. C'est-à-dire des jeunes peuvent à un moment s'engager très fortement au travers de mobilisations. Les jeunes peuvent par exemple rester des nuits entières, des semaines entières à nuit debout sur la place de la République, et puis après ils peuvent faire autre chose, se désengager. Ils peuvent voter, puis ne plus voter, on l'a vu, avec l'intermittence du vote. Mais donc ce schéma-là, forcément de cette politisation plus défiante, elle est aussi du coup potentiellement plus radicale. Donc je pense que cette radicalité aujourd'hui, elle est vraiment
elle fait vraiment partie de la politisation des jeunes. Et alors, j'ajoute à ça quand même quelque chose de peut-être un peu plus pessimiste. Qui est que finalement, sur ces bases de radicalité aujourd'hui qui semblent s'affirmer et gagner en légitimité, et qui du coup aussi participe de cette contestation de la représentation démocratique, de cette demande de plus de démocratie directe, de cette crise des médiations politiques et des organisations politiques. En même temps, on voit monter une demande d'autorité. Et ça, c'est préoccupant. Et d'ailleurs, on voit bien que les leaders populistes, je n'ai pas encore utilisé ce mot de populisme, mais je l'utilise à la fin, que ces leaders populistes que sont Jean-Luc Mélenchon d'une part et Marine Le Pen d'autre part, peuvent tout à fait l'utiliser. Quand on pose cette question, est-ce qu'il serait d'accord avec le fait qu'il y ait en France un homme fort qui ne se préoccupe ni du Parlement ni des élections? Donc le Parlement et les élections, c'est quand même le cœur même du fonctionnement de la démocratie et du régime démocratique. On a quand même 41% des jeunes qui disent que ça pourrait être une bonne chose. Donc on voit en même temps cette crise des médiations, cette défiance politique. Au bout du compte, elle peut aussi aboutir à une crise profonde du système démocratique lui-même, du régime démocratique lui-même. Et là, on pourrait effectivement basculer vers quelque chose de beaucoup plus problématique et de beaucoup plus inquiétant dans le renouvellement des générations. Alors, j'ai par exemple ce graphique que je vais vous montrer, on est presque à la fin, rassurez-vous. On a posé cette question dans une enquête il n'y a pas longtemps menée par la Fondapol dans tous ces pays. Donc là, vous voyez, la France, ce qui est intéressant, c'est que France et les États-Unis, là on est au milieu, donc on va pouvoir justement comparer. Est-ce que les jeunes sont d'accord avec cette idée que d'autres systèmes politiques peuvent être aussi bons que la démocratie? Vous voyez le décrochage, ça c'est les 60 ans et plus en bleu, et en vert, ce sont les moins de 35 ans. Et vous voyez que, d'abord, les moins de 35 ans sont toujours au-dessus des plus âgés, donc on voit ce détachement dans le renouvellement générationnel de la confiance dans la démocratie et de l'attachement à la démocratie. Donc ça, c'est problématique quand même, vers quoi ça peut aller. Et donc pour rester en France, vous voyez que donc on a quasiment 40%, c'est-à-dire 4 jeunes sur 10, qui pensent aujourd'hui que d'autres systèmes politiques peuvent être aussi bons que la démocratie. Donc pour finir, je vous propose de rester là, sur cette idée, voilà, que on voit bien se mettre en place dans les nouvelles générations un nouveau modèle de citoyenneté, un nouveau cadre référentiel de la citoyenneté, qui repose sur ce triptyque, me semble-t-il, que l'on retrouve, et que l'on retrouve en France, mais on peut le retrouver dans beaucoup d'autres situations, d'autres pays, en tout cas dans les démocraties occidentales. Défiance politique, intermittence du vote et diffusion de l'abstention, et légitimité de la protestation. Il me semble que c'est vraiment le cadre aujourd'hui à partir duquel peut se définir et s'exprimer la citoyenneté des jeunes générations d'aujourd'hui, générations de demain donc. Merci. Pardon, alors. J'aurais voulu savoir, Anne, la différence du taux d'abstention. Pardon. J'aurais voulu savoir la différence du taux d'abstention. Tu as parlé du taux d'abstention des jeunes en 2017, donc un tiers ont voté. C'est ça. Et par contre, j'aurais voulu savoir dans les 3 grandes élections que tu as prises comme emblématique, tu as parlé de leur vote des jeunes, mais j'aurais bien aimé savoir s'il y avait une grande différence de taux d'abstention entre ces 3 élections-là et celle de 2017. Tendanciellement, les jeunes, il y a plus d'abstention chez les jeunes, aujourd'hui, tendanciellement, comme il y en a plus d'ailleurs dans l'ensemble de la population, mais en gros, ils suivent les inflexions de la participation à ces différentes élections. En 2002, il y avait ce même problème. 32% des jeunes aussi n'avaient pas voté en 2002. C'est pour ça que c'est une élection assez comparable à celle de 2017 au premier tour, et c'est pour ça qu'en 2002, il y avait eu de forts mouvements de mobilisation dans la rue des jeunes,
et c'était très intéressant parce qu'on voyait là s'articuler à la fois la participation conventionnelle, c'est-à-dire le vote, et la participation non conventionnelle, la manifestation. C'est-à-dire que les jeunes manifestaient pour appeler à aller voter. D'habitude, on manifeste justement parce qu'on trouve que c'est un moyen bien plus efficace que le vote, parce qu'on ne peut pas l'exprimer dans le vote. Mais là, et donc c'est justement par rapport à cette abstention. L'élection à laquelle, alors en 2012, de mémoire, ils avaient aussi été beaucoup plus abstentionnistes que l'ensemble de la population. Il n'y a qu'en 2007, où en 2007, ils ont eu un taux d'abstention équivalent à celui que l'on a mesuré dans l'ensemble de la population et qui était un des plus faibles de la Ve République, c'est-à-dire qui rejoignait les taux d'abstention des débuts de la Ve République. Voilà. Merci Anne, parce que c'était vraiment... je ne sais pas si ça fonctionne. Non, Mireille l'a éteint. Je t'entends. Mireille l'a éteint simplement. Merci énormément parce que c'était extrêmement éclairant, non seulement d'ailleurs sur les jeunes, mais sur l'ensemble de la population française en réalité. Et cette idée d'avoir montré 3 élections emblématiques, j'avais jamais pensé, mais c'était évidemment ce qu'il fallait faire. Alors merci aussi d'avoir démontré que le rétablissement du suffrage censitaire et le passage du droit de vote à 65 ans sont le moyen pour l'avenir de la France. Plus sérieusement, la 4e partie sur Nuit debout, la radicalité politique était très intéressante. Comme les autres, ce que j'aimerais savoir, c'est qui sont ces jeunes. Parce qu'on voit bien qu'il y a des jeunes qui se sont réfugiés dans l'abstention, ou dans le vote Front National ou Mélenchon. Mon intuition, c'est que les jeunes, qui sont d'ailleurs pas si jeunes que ça quand on voit les images, qui étaient à Nuit debout, qui battaient le pavé à la République, etc., ne sont pas du tout les mêmes et peut-être ont-ils d'ailleurs un niveau de diplôme différent que celui des jeunes de la province qui votent plus facilement Marine Le Pen ou qui se réfugient dans l'abstention. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ? Alors il y a eu quelques enquêtes qui ont été menées sur les manifestants, enfin sur les participants de Nuit debout. D'abord, ce n'est pas qu'à Paris, il y a eu des mouvements dans d'autres villes de France. C'est vrai que ce n'était pas que des jeunes. Ce qui était intéressant dans ces mouvements, et moi quand j'ai été amenée à les analyser, c'était justement il y avait beaucoup de jeunes. Les jeunes, une partie des jeunes pouvaient être attirés par ce genre de mouvement, mais c'était vraiment des mouvements où tu voyais justement un grand mélange générationnel. Il n'y avait pas des très vieux, mais des gens de 50-60 ans, il y en avait effectivement un certain nombre qui ont joué des parties d'avant. Alors, ces jeunes, il n'y a pas eu vraiment d'enquête systématique, c'est difficile parce que numériquement tu ne peux pas les comptabiliser dans des sondages, dans des enquêtes, évidemment c'est pas possible, mais c'était plutôt, je dirais, le profil et plutôt des jeunes qui se retrouvent soit aujourd'hui dans la France Insoumise, quand même, France Insoumise, Europe Écologie Les Verts aussi, c'était pas la droite. C'était plus la gauche, mais aussi des jeunes qui refusaient ce clivage gauche-droite, qui cherchent d'autres choses. C'est plutôt des jeunes diplômés. C'est plutôt des jeunes diplômés. Ils ont essayé d'entraîner le mouvement Nuit debout dans des quartiers de banlieue, dans des cités. Ils ont essayé, ils n'y sont pas arrivés. Voilà, c'est plutôt effectivement la jeunesse étudiante. À Sciences Po, par exemple, il y avait pas mal d'étudiants qui allaient à Nuit debout. C'est plutôt effectivement cette jeunesse-là. Mais si tu veux, on trouve à droite l'équivalent avec le mouvement des veilleurs. On trouve à droite aussi une partie de la jeunesse qui, au nom d'idéaux, d'écologie humaine, d'un retour de forte contestation de la libéralisation économique, on la retrouve aussi à droite, dans une partie effectivement des veilleurs et des mouvements catholiques chez les jeunes, qui ont aussi une forte composante politique, en tout cas sur cet aspect économique et social. D'ailleurs, il y a eu à un moment
quelquefois des tentatives d'échange entre eux sur ces points-là qui n'ont pas forcément abouti non plus. Parce que, mais, voilà. Je ne sais pas si je réponds bien, mais... Jeanne. Oui, merci beaucoup, c'était très intéressant. Je me demandais en fait si l'abstention... D'abord, si les 30% c'est premier et deuxième tour. Et on fait le premier tour. Mais parce qu'il y avait toute cette discussion au deuxième tour sur les gens qui avaient voté Mélenchon et qui, par protestation, n'allaient pas voter au deuxième tour. Donc je me demandais comment tu le mets dans ton analyse. Ah oui, mais là simplement, j'ai pas mis le chiffre là. Le 32%, c'est le chiffre de l'abstention au premier tour qui est passé stable au deuxième tour. Hein, voilà. Alors n'oublions pas que pour le deuxième tour, il y avait la possibilité du vote blanc. Mais c'est pas tellement les jeunes qui ont voté blanc, justement les électeurs de Mélenchon, c'est plutôt des tranches d'âge milieu de vie qui ont voté blanc. Le vote blanc a beaucoup plus été utilisé par des âges milieu de vie, voire personnes plus âgées, et pas tellement par les jeunes. Les jeunes se sont abstenus. Et tu as l'abstention part en lien avec le vote du premier tour? Ah oui, ça j'ai. Est-ce que les électeurs de Mélenchon se sont plus abstenus au deuxième tour que les électeurs qui avaient voté pour Aron ou Fillon, par exemple? Tu veux dire chez les jeunes? Oui. Oui, ils se sont un peu plus abstenus, mais plus abstenus que les plus âgés. J'ai plus tous ces chiffres en tête. Mais c'est vrai que la question de l'abstention, il y a eu tout un mouvement de jeunes qui disait plutôt, qui appelait au fait de ne pas voter. Hein. Mais on n'a pas non plus de la part de, si tu veux, on a à peu près, dans mon souvenir, c'est à peu près peut-être les électeurs de Mélenchon, quelque chose comme 40% qui ne sont pas allés voter, qui se sont abstenus. C'est pas 100%. Il y a le réflexe quand même anti-Le Pen qui a compté. Est-ce que la polarisation dans les deux espaces radicaux, est-ce que ça se transforme en encartement politique ou pas? Qu'est-ce qu'on sait de l'encartement politique de France Insoumise et du FN chez les jeunes? Oui, d'abord, France Insoumise, ils n'ont pas un encartement, tu vois, c'est pas un encartement traditionnel comme les partis politiques. Ça n'a pas été vraiment mesuré, en tout cas pas encore, peut-être ça va l'être. Et quant au Front National, c'est vrai qu'il y a plutôt, dans ce que dit le Front National, une dynamique d'adhésion des jeunes, mais c'est toujours difficile de vérifier à la fois ce qui relève d'une communication d'un mouvement politique qui a tout intérêt à dire qu'il y a plein de jeunes qui viennent, de la réalité des faits. Ce qui est sûr, c'est que dans leur grande majorité, les jeunes ne sont pas attirés par des adhésions à des partis politiques, des adhésions de type traditionnel. Ça, c'est quelque chose qui est fini chez les jeunes. Alors, voilà. Ce que l'on sait du Front National, en tout cas, c'est qu'il a eu Marine Le Pen a une stratégie extrêmement efficace en direction des jeunes, en présentant beaucoup de jeunes candidats, et notamment beaucoup de jeunes candidats aux élections intermédiaires, les régionales, les municipales, les départementales. Donc il y a beaucoup de jeunes du Front National, mais très jeunes, qui ont intégré les instances territoriales, du pouvoir territorial. Il y a beaucoup de conseillers municipaux, de conseillers généraux, de conseillers régionaux, qui sont des jeunes du Front National. Et ça, ce sont des jeunes en réserve, si j'ose dire, pour l'appareil, pour évidemment intégrer des positions politiques plus tard. Et du coup, en ouvrant beaucoup le parti politique aux jeunes, c'est vrai que ça a créé un appel d'air et que le vote des jeunes, même n'adhérant pas pour le Front National, sachant et voyant ce renouvellement, ça a créé plutôt quelque chose d'assez positif. Les autres partis n'ont pas su faire ça. Et France Insoumise, c'est vrai, il y a des jeunes,
il y a des jeunes qui votent pour France Insoumise, mais dans France Insoumise, il n'y a pas tant de jeunes que ça. France Insoumise, c'est d'abord, voilà, bon, à la fois on retrouve toutes les générations, c'est vrai, mais enfin, la moyenne d'âge, c'est aussi plutôt 50 ans que 25. Hein. Donc ça a un effet, c'est pas vraiment un mouvement jeune, hein, pas un mouvement jeune. Même si il a su parler aux jeunes. Mais le déplacement, je trouve, est incroyable en quelques semaines. Ce déplacement des voix pour Marine Le Pen vers Mélenchon, c'est intéressant. Est-ce que tu as les chiffres Claire, elle avait une question. Ah, pardon. Elle a le crachement. Vas-y, vas-y. Oui, Claire. Oui, c'était une question, d'abord merci, c'était vraiment passionnant. Et une question dans ce triptyque et sur les infléchissements plus récents. Finalement, on voit bien que sur les deux points du triptyque, les deux premiers points, défiance politique, intermittence du vote, ce sont des infléchissements relativement récents. En revanche, légitimité de la protestation, tu décrivais bien le caractère presque de rituel de passage à l'âge adulte. Quand on est au lycée, on fait sa manifestation depuis 86. Enfin, c'est une sorte de passage obligé presque. Et est-ce qu'il y aurait, peut-être pas 86, c'est la loi de Jacquet, les années 70, oui c'est ça. Les mouvements Voilà. lycéens sont nés après 68, Ouais. juste après. Oui, d'accord, c'est exactement. Et donc, est-ce que finalement, c'est une, oui, voilà, c'est une autre génération. Est-ce que c'est une évolution récente finalement, le fait de considérer que la manifestation est non seulement légitime, mais une sorte de rituel de passage, ouais. Non, la jeunesse a toujours été beaucoup plus contestataire. C'est un temps de la vie où il y a de l'énergie, les révolutions sont emmenées par les jeunes. Bien sûr qu'il y a quelque chose de structurel, propre à cet âge de la vie. Et quand je dis légitimité, j'aurais dû dire légitimation croissante. C'est-à-dire que, en fait, c'est les cultures politiques d'aujourd'hui qui accordent beaucoup plus de place et de légitimité à la protestation. Et donc les jeunes rentrent dans un cadre politique où la protestation est considérée comme plus légitime. Jusqu'à présent, par exemple, la contestation était plus une culture politique de gauche, portée par la culture politique de la gauche. Mais aujourd'hui, avec la manif pour tous, avec les veilleurs, etc., on voit bien aussi que la protestation a acquis de la légitimité dans la culture politique de la droite. Donc si tu veux, ce que je veux dire, c'est cette légitimité croissante de la protestation qui devient une forme de participation politique, somme toute, devenue assez banale. Hein. De la même façon que l'abstention, qui était avant plutôt un acte assez répréhensible du point de vue de la citoyenneté, ou peu avouable, hein, on avait du mal à avouer le fait de s'abstenir. Aujourd'hui, c'est plutôt un comportement qui a aussi davantage de légitimité et qui peut être revendiqué comme une forme d'expression politique à part entière. Et même chose, on a vu le vote Front National. Le vote Front National qui était tu, caché, etc., maintenant il est aussi, il s'est libéré, il est revendiqué. Hein. Les instituts de sondage avant avaient beaucoup de mal à mesurer les votes Front National dans les enquêtes, ils n'ont plus du tout de mal pour le faire. Donc voilà, il y a toute cette... il me semble que c'est justement là-dessus qu'on doit réfléchir, c'est-à-dire que ça devient dans nos démocraties contemporaines, il me semble que la radicalité, si tu veux, ça devient beaucoup plus légitime. La violence aussi peut se banaliser. Hein, j'étais frappée avec Olivier Galland, on a fait une enquête cet hiver auprès des lycéens sur la radicalité politique et religieuse. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais juste ce chiffre, il y a un lycéen sur deux qui considère que c'est tout à fait normal de bloquer un lycée en cas de litige, et voilà, un lycéen sur deux. On aurait fait cette enquête il y a plusieurs décennies, on n'aurait quand même pas trouvé ce même chiffre. Bon. Donc ça se banalise, ça se banalise. Mais sans jugement de valeur, encore une fois. C'est un nouveau modèle. Bon, ça participe de tout ce que Pippa Norris a beaucoup travaillé là-dessus. C'est elle qui a poussé cette notion de citoyenneté critique. Hein, voilà. Oui, je voulais dire une chose, mais tu l'as dit aussi, mais je crois qu'on peut souligner parce que c'est quand même assez surprenant.
la déconnexion qu'il y a eu entre la jeunesse du candidat finalement vainqueur et puis le vote global et notamment le vote Macron. Donc ça c'est intéressant de voir que Macron était le jeune qui rajeunissait, bon, on parlait en sciences politiques, l'offre politique, il était le jeune des candidatures du premier tour, et au fond, c'est pas lui qui ramasse les billes, c'est pas lui qui gagne le plus de votes jeunes, tout en réussissant quand même à inspirer l'idée de renouveau, de renouvellement, mais pas auprès des jeunes. En fait, l'idée de renouveau par Macron a marché auprès des un peu moins jeunes, trentenaires, probablement jeunes salariés, assez jeunes, trentenaires, cadras, etc. Je trouve ça intéressant, la déconnexion. En fait. Oui, tout à fait, tout à fait. On ne vote pas, c'est pas parce qu'on est femme qu'on vote pour une femme et qu'on est jeune qu'on vote pour un jeune, vieux pour un vieux, il y a une déconnexion, effectivement. C'est pas comme ça que ça se... Mais tout en réussissant, mais l'idée de renouveau se trouve non pas chez les plus jeunes, mais plutôt sur une autre partie de la population. Tout à fait, tout à fait. Mais alors, ce qui est intéressant, et pour prolonger, c'est ce qui s'est passé au premier tour des législatives, aux législatives pour les jeunes. D'abord, ils ne sont pas allés voter, grand décrochage. Hein. Mais ceux qui ont voté n'ont pas confirmé tellement France Insoumise. Ça, c'est intéressant. Il n'y en a plus que, je dois m'en souvenir, à peine 15-16% qui ont voté pour un candidat de France Insoumise aux élections législatives. Par contre, Marine Le Pen, elle a maintenu son niveau. 21% aux législatives voté pour un candidat frontiste. Donc ça aussi c'est intéressant, ça montre bien la relative fluidité, l'impermanence, la mobilité aussi des choix, des engouements des jeunes. Et en tout cas on n'a pas d'effet Macron non plus aux législatives. Ce renouveau, tout d'un coup les jeunes ne sont pas mis tout d'un coup à tous voter pour des députés de La République En Marche. Donc, voilà. Si je peux poser une question. Est-ce que tu as les chiffres américains? Connais-tu l'abstention des jeunes Américains et connais-tu la distribution? Ceux qui ont voté, ont-ils voté plutôt Trump ou Clinton? Alors j'ai pas le chiffre de l'abstention, mais en plus l'abstention n'est pas calculée de la même façon aux États-Unis et en France, donc c'est toujours difficile de le comparer, parce qu'en France on calcule l'abstention sur le corps électoral inscrit, et aux États-Unis on calcule l'abstention sur le corps électoral potentiel. Mais donc j'ai pas le chiffre en tête, peut-être qu'il y a certains de mes étudiants ici qui le connaissent, mais non, bon, mes yeux se posaient sur Kevin, sur Seamus là-haut, mais on va le trouver bien sûr, mais c'est de toutes les façons plutôt équivalent à celui que l'on connaît en France. De mémoire, pour m'être intéressée un peu à tout ça, il y a eu des fluctuations, c'est-à-dire que sous Bush, les jeunes ne votaient pas beaucoup, sous Obama, il y a eu plutôt une augmentée de la participation, et Trump a pas mal mobilisé, je crois ne pas trop me tromper, hein, je vois Seamus qui me... Voilà, en gros, hein, j'ai pas les chiffres, mais encore une fois, les chiffres sont difficiles à comparer parce que c'est pas le même mode de calcul. Et quant au vote exprimé, ils ont davantage voté pour les démocrates, hein, pour Hillary Clinton que pour Trump, mais encore une fois, la jeunesse, c'est pas... Après, il y a à l'intérieur, on va voir qu'il y a des jeunesses qui ont davantage voté pour Trump et des jeunesses qui ont davantage voté pour Hillary Clinton. Mais globalement, je ne me trompe pas, globalement, les voix ont été données en majorité à Hillary Clinton. Vous pouvez intervenir, je pense. Dis ça encore. Hein? Dis ça encore. On va en reparler en cours demain. Je dis globalement, il me semble que globalement, les jeunes ont davantage voté démocrate que républicain à la présidentielle, globalement. Mais qu'après, si on regarde les jeunes en fonction de leur niveau de diplôme, de leur statut, de leur situation sociale, alors on retrouve cet effet Trump, hein, que dans l'électorat de jeunes les plus défavorisés, par exemple, je pense, des États-Unis. Je pense qu'on retrouve le même, enfin, vu de France, c'est ça que j'ai dans la tête, c'est-à-dire on retrouve à peu près les mêmes clivages que ce que l'on connaît, nous, sur le vote Le Pen, que ce qu'il y a aux États-Unis. Voilà.
Ce que je pense, Trump a vraiment mobilisé plutôt les jeunes qui se trouvent, qui ont des vues à droite, extrême droite. Et Hillary Clinton n'a pas mobilisé assez ces nombres de jeunes. Ils ne sont mobilisés pas dans ces assez gros nombres pour elle. Alors, il est possible qu'elle a mobilisé beaucoup de jeunes, mais pas dans une manière telle forte. Oui, mais moi j'ai lu des papiers là, les plus récents, qui montrent que depuis l'élection de Trump, les jeunes retournent en masse vers les démocrates. En tout cas, se montrent plus démocrates que républicains. Enfin, il y a une remobilisation, apparemment, une repolitisation des jeunes américains qui semblerait être en cours. Qu'est-ce que ça va donner, je ne sais pas. Mais voilà, il me semble. Le dernier papier que j'ai lu de Pew Research Center, notamment, c'était plutôt ça que ça montrait. Sanders, oui. Sanders, je crois qu'il a fait un... Ah, Bernie Sanders, oui. Alors plus qu'Hillary Clinton, mais c'est le camp des démocrates. Bernie Sanders a été très très populaire chez les jeunes, bien sûr. Chez les jeunes qui se trouvent sur la gauche, je pense qu'ils se trouvent beaucoup plus chez... il y en a beaucoup plus abstentionnistes qui se trouvent, qui veulent voter pour Sanders. Mais parce qu'ils n'ont pas un candidat qui soutienne des idées et qu'ils ont aussi ne voté pas. Mais là, on a la même chose, c'est-à-dire en France, on a aussi des jeunes de droite proches du Front National qui sont beaucoup plus mobilisés, beaucoup plus participationnistes, qui votent davantage, tandis que l'abstention touche davantage la gauche. On a aussi des éléments comparables. Bien, 8h30, je regarde l'heure, c'est parfait.